Le Dieu rouge par Jack London. Boum! Brutalement, le son se libéra. Tout en le chronométrant sur sa montre, Bassett le compara à la trompette d'un archange. Les remparts des villes, songea-t-il, pourraient fort bien s'écrouler devant la puissance impérative d'une pareille sommation. Pour la 1000e fois, il essayait en vain de déterminer le timbre de ce bruit prodigieux, remplissant l'espace jusqu'aux retraites les plus reculées des tribus qui l'environnaient. La gorge de la montagne où il prenait naissance vibrait à ses vagues ascendantes jusqu'à ce qu'elles en débordassent pour submerger terre et ciel. Avec l'imagination fantaisiste d'un fiévreux, Bassett l'assimilait au rugissement d'un titan tourmenté par la douleur et la colère. Le son, tour à tour menaçant ou suppliant, s'amplifiait de plus en plus, prenait un tel volume qu'il semblait vouloir atteindre des oreilles placées au-delà des confins étroits du système solaire. Il éveillait l'idée d'une clameur désespérée de ne rencontrer aucune oreille qui comprît son secret message. Ainsi travaillait l'imagination de l'explorateur. Il s'efforçait d'analyser le son, bruyant comme un tonnerre, harmonieux comme une cloche d'or, ténu et doux comme la vibration d'une corde d'argent. Non, il ne ressemblait à rien de tout cela, ni même à un mélange de ces bruits. Dans son vocabulaire, l'homme ne trouvait pas de mots pour décrire ce son. Le temps s'écoulait, les minutes se perdaient en quarts d'heure et les quarts d'heure en demi, et le son se prolongeait toujours. Il se transformait sans cesse, sans pourtant recevoir d'impulsions nouvelles. Il s'éteignait, s'affaiblissait et mourait en conservant l'intensité acquise de sa naissance. Il devint un mélange confus de murmures, de balbutiements et de chuchotements. Puis il se résorba, soupir par soupir, dans l'immense giron qu'il avait enfanté, gémissant d'angoissantes clameurs de colère, de séduisantes confidences de plaisir, et il s'efforçait encore de se faire entendre pour révéler quelques secrets cosmiques, quelques connaissances d'une portée d'une valeur infinie. Il se réduisit enfin à une ombre de lui-même, jusqu'à n'être plus qu'une palpitation qui persista dans le cerveau du malade pendant plusieurs minutes après son extinction. Quand Bassett n'entendit plus rien, il consulta sa montre. 1 heure s'était écoulée avant que cette trompette d'archange fût rentrée dans le néant. Tout en considérant ses mains décharnées, ravagées par la fièvre, Bassett sourit à l'idée du chevalier Roland portant à ses lèvres son corps recourbé d'un bras aussi débile que le sien. Il se demandait s'il s'était écoulé des mois ou bien des années, depuis le jour où l'appel mystérieux avait retenti à ses oreilles sur le rivage de Ringmanu. Sa vie en eût-elle dépendu? Il n'aurait pu le dire. Sa maladie avait duré très longtemps. Dans ces périodes de lucidité, il avait compté des mois, mais il lui était impossible d'estimer les longs intervalles de délire et de prostration. Qu'était devenu Bateman, le capitaine du bateau négrier Nari, et son ivrogne de second n'était-il pas encore mort dans une crise de délirium tremens? Abandonnant ses vaines spéculations, Bassett chercha à se remémorer tous les événements survenus depuis le jour où, sur la grève de Ringmanu, il avait pour la première fois entendu le son et s'était jeté dans la jungle pour en découvrir l'origine. Sagawa avait protesté. Il le revoyait encore, sa bizarre petite figure simiesque exprimant la terreur, le dos courbé sous les boîtes de spécimens, avec dans les mains le filet à papillon et le fusil du naturaliste, tandis qu'il balbutiait dans son anglais beige de mer, « Moins trop peur d'Ambrousse, beaucoup aux méchants vivre d'Ambrousse. » Bassett sourit avec tristesse. Bien que tremblant de frayeur, le petit serviteur de New Hover s'était montré fidèle et l'avait suivi sans hésiter dans la forêt, en quête de l'explication du son merveilleux. Il ne s'agissait pas, se disait Bassett, du tronc d'arbre évidé au feu et dont les battements signalaient la guerre jusque dans les profondeurs de la jungle. Il s'était leurré, en estimant que l'origine ou la cause du son ne se trouvait guère à plus d'1 heure de marche et qu'il serait aisément de retour vers le milieu de l'après-midi, pour que le reprît la baleinière du Nari. Grand bruit là-bas, pas bon, pareil sorcier, décidait Sagawa, et il voyait juste. N'avait-il pas eu la tête tranchée le jour même? Bassett frissonna. À n'en pas douter, Sagawa avait été mangé par les hommes méchants qui hantaient la brousse. Il se le représentait tel qu'il l'avait vu pour la dernière fois, dépouillé du fusil et de tout l'attirail de naturaliste de son maître, gisant sur l'étroite sente où il venait à l'instant même d'être décapité.
Une minute auparavant, Bassett, tournant la tête, l'avait encore vu, cheminant patiemment sous son fardeau. Alors avaient commencé les tribulations de Bassett. Il regarda les moignons cicatrisés des 2 premiers doigts de sa main gauche, puis les passa doucement dans l'encoche qui s'ouvrait derrière son crâne. Si rapide qu'eût été l'éclair du tomahawk au long manche, il avait détourné la tête à temps et de sa main fait dévier en partie le coup. 2 doigts enlevés et une laide blessure à la tête avaient payé la rançon de sa vie. De la charge du premier canon de son fusil, il avait abattu l'indigène qui avait failli le tuer. De l'autre canon, il avait poivré ceux qui se penchaient sur Sagawa. Il eut la joie de constater que la plupart des plombs se logeaient dans la peau de l'un d'eux, qui s'enfuyait en emportant la tête du malheureux. Toute cette scène accomplie avec une rapidité foudroyante, il s'était retrouvé seul sur l'étroite sente à cochons sauvages avec le cadavre de l'indigène et ce qui restait de celui de Sagawa. De la brousse obscure qui l'environnait, pas un frémissement, pas un bruit ne lui parvenait. Soudain, il éprouva une terrible impression. Pour la première fois de sa vie, il avait eu un être humain. Des nausées le saisirent à contempler son œuvre. Alors commença la poursuite. Il remontait la piste devant les chasseurs qui lui barraient la route de la grève. Il ne pouvait deviner leur nombre. En tout cas, pas un ne se montrait. Plusieurs, perchés dans les arbres, avançaient dans la jungle de branche en branche. Tout au plus, percevait-il parfois un rapide déplacement d'ombre. Pas la moindre vibration d'une corde d'arc ne lui parvenait. Mais, à de courts intervalles, de petites flèches, lancées il ne savait d'où, sifflaient à ses côtés ou, ricochant sur les troncs, tombaient sur le sol près de lui. Elles étaient garnies d'une pointe d'os, et leurs empennages, composés de plumes tirées de la poitrine d'oiseaux-mouches, s'irisaient comme des joyaux. Une fois, et maintenant encore, après si longtemps, il riait à se souvenir, il remarqua au-dessus de lui une ombre qui s'immobilisait aussitôt qu'il levait la tête. Il ne distinguait rien de précis, mais décidé à courir le risque, il tira dans cette direction une lourde charge de plomb. Vociférant comme un chat enragé, l'ombre dégringola à travers les fougères arborescentes et les orchidées, et vint s'écraser à ses pieds. Toujours hurlant de rage et de souffrance, le sauvage planta ses dents dans la lourde botte du blanc, à la hauteur de la cheville. De son pied libre, Bassett fit le nécessaire pour arrêter les cris. Il s'était depuis si bien endurci dans la sauvagerie que ce souvenir amena sur ses lèvres un sourire amusé. Quelle nuit que la suivante! Rien de surprenant qu'il eût collectionné une si grande variété de fièvres malignes, pensait-il en se remémorant cette nuit sans sommeil, où les élancements de ses blessures lui semblaient négligeables en comparaison des piqûres de milliers de moustiques. Il n'avait pas osé allumer un feu pour les chasser, et ces insectes avaient rempli son corps de leur venin. Au retour de la lumière, les yeux presque fermés par l'enflure, il était reparti en trébuchant comme un aveugle, indifférent à l'idée que, bientôt peut-être, sa tête serait coupée et que sa carcasse prendrait vers le four à rôtir le même chemin que celle de Sagawa. 24 heures avaient suffi pour faire de lui une épave, au moral comme au physique. Affolé par l'affreuse inoculation de poison, il perdait tout espoir de raisonnement. Des insectes diurnes ajoutaient leurs piqûres à ses tourments, tandis que ses blessures saignantes attiraient les mouches. Par essaim acharné, elles s'accrochaient opiniâtrement à sa chair, et il lui fallait les faire tomber et les écraser. Ce jour-là, il perçut de nouveau le son merveilleux, en apparence plus lointain, mais dominant impérieusement les plus proches tambours de guerre. Certain d'avoir dépassé l'endroit d'où provenait le son, et le croyant situé entre la grève de Ringmanu et le point où il se trouvait, il s'était attaché à revenir vers elle, alors qu'en réalité, il penchait de plus en plus au cœur mystérieux de l'île. Cette nuit-là, il se glissa entre les racines enchevêtrées d'un banyan et s'endormit, épuisé, tandis que les moustiques le piquaient en toute liberté. Suivirent des jours et des nuits vagues comme des cauchemars dans son souvenir. Il gardait pourtant l'impression assez nette d'un village au milieu de la forêt, de vieillards et d'enfants qui, à sa vue, s'enfuyaient dans les broussailles. Tout avait disparu, quand soudain il entendit un gémissement de souffrance et de frayeur. Levant les yeux, il la vit. Une jeune fille, une jeune femme plutôt, suspendue par un bras sous le soleil torride. À voir pendre sa langue tuméfiée, on devinait qu'elle avait passé plusieurs jours dans cette situation. Encore vivante, elle fixait sur lui un regard terrifié. Rien à faire pour la secourir.
jugea-t-il en constatant l'enflure de ses jambes, dénotant qu'on avait écrasé les articulations et brisé les os. Il réussit de l'achever d'un coup de fusil. Ses souvenirs s'arrêtaient là. Il ne savait plus s'il l'avait tué ou non. Il ne se rappelait pas davantage comment il s'était trouvé dans ce village, ni comment il avait réussi à s'en échapper. De nombreuses images sans rapport entre elles se succédaient dans son esprit, tandis qu'il cherchait à se représenter cette période de ses terribles pérégrinations. Il se souvenait d'avoir fait irruption dans un autre village d'une douzaine de cases. Toute la population fuyait devant son fusil, à part un vieillard impotent qui cracha sur lui en grognant quand il le vit démolir un four pratiqué dans la terre et extraire d'entre les pierres chauffées un cochon rôti dont le fumet délicieux s'échappait des feuilles vertes de son enveloppe. À cet endroit, une folie de cruauté l'envahit. Bien repu, prêt à partir, en portant à la main un quartier du cochon, il incendia délibérément le toit de chaume d'une case au moyen de sa loupe. Mais ce qui l'affectait le plus profondément, c'était la jungle humide et bruyante. Elle puait littéralement le maléfice dans son crépuscule sans fin. À de rares intervalles seulement, un rayon de soleil parvenait à percer la voûte des branches enchevêtrées à 100 pieds au-dessus de sa tête. À l'abri de ce toit prospérait une végétation aérienne, suintement monstrueux d'espèces parasites, qui naissaient de la mort et vivaient d'elle. Il errait là-dedans, toujours poursuivi par les ombres fugitives des cannibales, qui n'osaient l'affronter mais savaient que tôt ou tard il festoierait de sa chair. Bassett se rappelait qu'à cette époque, dans ses instants de lucidité, il se comparait à un taureau blessé poursuivi par des coyotes trop lâches pour se battre avec lui et gagner sa viande, mais certain du dénouement fatal où tous il se rassasierait. Comme les cornes et le piétinement des sabots du taureau tenaient les coyotes à distance, de même son fusil écartait les ombres crépusculaires des indigènes de l'île de Guadalcanal. Enfin Bassett vit la prairie. Brusquement, comme tranchée par l'épée de Dieu, la jungle se terminait en une frondaison verticale de 35 mètres de haut, noire comme son infamie, et immédiatement apparaissait l'herbe douce, molle et tendre, magnifique pâturage qui eût réjoui les yeux et le troupeau de tout agriculteur. Son tapis de velours vert s'étalait, à perte de vue, sur des lieues et des lieues, jusqu'à la haute chaîne de montagnes, érigée par quelque ancienne convulsion terrestre, que les pluies érosives des tropiques avaient dentelée et ravinée sans réussir à les niveler. Ah, l'herbe! Il s'y était traîné sur le ventre, y avait enfoui son visage pour en respirer l'odeur, et une crise involontaire de larmes l'avait saisi. Pendant qu'il pleurait, le son merveilleux éclata, si du moins on pouvait appliquer ce verbe à l'émission d'un son réunissant une telle intensité et une mélodie aussi suave. Son d'une douceur infinie, son d'une ampleur si puissante que seul un monstre gosier d'airain eût pu le lancer. Pourtant, à travers les lieux de la savane, il parlait au cœur de l'homme et semblait un baume à son esprit torturé par de longues souffrances. Il se souvenait d'être resté étendu dans l'herbe, les joues encore humides de larmes, tandis qu'il prêtait l'oreille au son, et s'étonnait d'avoir pu l'entendre sur la grève de Ringmanu. Quelque caprice des courants atmosphériques avait permis sa transmission à une si grande distance, pensa-t-il. De telles conditions pouvaient ne pas se reproduire avant 1000 ou 10 000 jours. Mais le jour où elle s'était présentée avait coïncidé avec son débarquement du Nari pour quelques heures de recherche. Il était spécialement en quête du fameux papillon des forêts, Cosinosex herculeus, aux ailes de velours grisaille et neutre comme le crépuscule de la jungle. Il mesure 1 pied d'envergure et vit dans les hautes frondaisons où on ne peut l'atteindre qu'à coups de carabine. Voilà pourquoi Sagawa portait le fusil calibre 10. Durant 2 jours et 2 nuits, Bassett rampa pour traverser la ceinture de terrain herbeux. Il y peina considérablement, mais la poursuite avait cessé dès l'orée du bois. Il fut mort de soif, si un violent orage ne s'était abattu le second jour pour lui rendre la vie. Alors se plaçait l'apparition de Balata. Dans les premières ombres de l'épaisse jungle de la montagne qui succédait à la savane, il s'était écroulé pour mourir. D'abord, elle avait hurlé de joie en constatant son état de faiblesse et se disposait à l'assommer au moyen d'une grosse branche. Peut-être cette complète prostration l'apitoya-t-elle. Peut-être la curiosité retint-elle son bras. En tout cas, elle s'abstint de frapper. Attendant le coup, il rouvrit les yeux et la vit absorbée à le contempler. Ce qui la surprenait surtout en lui,
C'étaient ses yeux bleus et sa peau claire. Tranquillement, elle s'accroupit, cracha sur le bras de Bassett, et du bout des doigts s'efforça d'enlever les souillures que les jours et les nuits passés dans la boue de la jungle avaient déposées sur la blancheur primitive de son épiderme. Mais tout en elle l'étonnait, encore qu'elle ne présentât rien de conventionnel. Il souriait à ce souvenir, car elle se trouvait aussi dénuée de vêtements qu'Ève avant l'adoption de la feuille de figuier. À la fois maigre et courtaude, mais bien proportionnée de membres, pourvue de muscles saillants comme des cordes, couverte d'une crasse qui, accumulée depuis son enfance, ne connaissait d'autre nettoyage qu'une averse occasionnelle, elle représentait l'échantillon féminin le plus repoussant que l'œil exercé du savant eût jamais rencontré. Elle s'ornait d'une seule parure, une queue de cochon passée dans le lobe de son oreille gauche. Cette queue était si fraîchement coupée que le sang suintait encore de l'extrémité et se coagulait comme des gouttes de cire sur l'épaule de Balata. Et le visage, mélange torturé et ridé de traits simiesques, percé de naseaux mongoliques, tourné vers le ciel, d'une bouche cachée par une lèvre supérieure proéminente sans apparence de menton, et d'une paire d'yeux vifs à l'expression craintive qui clignotaient comme ceux des pensionnaires d'une ménagerie. Ni l'eau qu'elle lui apporta dans le creux d'une feuille, ni le lambeau de porc rôti à demi putréfié qu'elle lui offrit ne parvenaient à lui faire oublier tant de laideur. Quand il eut mangé avec effort, il ferma les yeux pour ne plus la voir, mais elle lui entrouvrait de temps à autre les paupières pour regarder le bleu de ses prunelles. Alors revint le son. Il eut l'impression qu'il s'en était beaucoup rapproché. Cependant, malgré le trajet pénible qu'il avait effectué, de nombreuses heures de marche l'en séparaient encore. L'effet du jour sur la femme parut extraordinaire aux yeux de Bassett. Détournant la tête, elle gémit et balbutia de frayeur. Au bout d'une heure, quand le son se tut, Bassett ferma les yeux et s'assoupit, tandis que Balata s'occupait à chasser les mouches loin de lui. À son réveil, il faisait nuit et il se trouvait seul de nouveau. Mais il sentit les forces le revenir, et comme son organisme saturé du venin des moustiques ne pouvait plus réagir sous leurs piqûres, il tomba jusqu'au lever du soleil dans un sommeil ininterrompu. Un peu plus tard, Balata se représenta devant lui, accompagné d'une demi-douzaine de femmes. Plus tard, après ce qui lui sembla un trajet interminable, quand il s'affaissa devant la maison du sortilège sous l'ombre de l'arbre à pain, elle montra son intention bien arrêtée de le protéger. Ngurn, que Bassett devait ensuite connaître comme le sorcier, le prêtre ou le médecin du village, avait convoité sa tête. D'autres hommes singes, bavards et grimaçants, aussi sobres dans leur vêture et d'apparence aussi bestiale que Balata, réclamaient le corps du blanc pour le four à rôtir. À ce moment, ils n'avaient pas compris leur langage, si on peut décorer de ce nom les articulations bizarres qu'ils employaient pour exprimer leurs idées, mais ils avaient fort bien discerné à quoi tendait le débat, surtout quand les indigènes avaient palpé, tapoté et tâté ses membres, comme s'il leur eût été offert l'étalage d'un boucher. Balata avait déjà le dessous dans la discussion quand l'accident se produisit. Un des hommes qui examinait avec curiosité le fusil de Bassett réussit à armer un des chiens. Il pressa sur la gâchette. L'orgueil violent de la crosse au creux de son estomac ne fut pas le seul résultat de son acte, mais la charge de son plomb, à la distance d'1 mètre, vint réduire à néant la tête de l'un des palavreurs. Balata suivit les autres dans leur fuite précipitée, et avant leur retour, Bassett, déjà secoué par l'imminence d'un accès de fièvre, récupéra son arme. Alors, bien qu'il claquât les dents, et que de son vertige il put à peine y voir, il parvint à se retenir sur la pente de l'inconscience suffisamment de temps pour intimider les hommes des bois au moyen de sa boussole, de sa montre, de sa loupe et d'allumettes. À la fin, avec l'affectation de solennité et de terreur qui convenait, il visa et abattit un cochon de lait, puis il perdit connaissance. Bassett fit jouer les muscles de ses bras, cherchant quelle somme de vigueur pouvait encore subsister sous tant de faiblesse, et peu à peu il réussit à se mettre debout. Il se voyait horriblement amaigri. Pourtant, au cours de sa convalescence, il n'avait jamais éprouvé au même degré l'impression d'un retour de ses forces. Il ne craignait qu'une rechute. Sans l'aide d'aucun médicament, pas même de quinine, il avait survécu aux attaques simultanées des fièvres paludéennes et infectieuses les plus pernicieuses et les plus malignes. Mais pourrait-il encore leur résister longtemps? Il se le demandait avec inquiétude, car en véritable savant il ne voulait pas mourir avant d'avoir pénétré le mystère du son.
Appuyé sur un bâton, il gravit en trébuchant les quelques degrés qui menaient à la maison du diable, sombre palais où régnait la mort et Hengurn. Aussi obscure et nauséabonde que la jungle, cette case, pensait Basset. Pourtant il y montait volontiers pour bavarder avec Hengurn, son compagnon préféré. Toujours disposé à compter ou à discuter, le sorcier se tenait accroupi au milieu des débris des morts et s'occupait à faire virer adroitement, au-dessus d'une fumée légère, les têtes humaines en cours de préparation suspendues aux poutres du toit. Au cours des périodes de lucidité que lui laissait sa longue maladie, Basset était en effet parvenu à se rendre maître de la syntaxe rudimentaire et des difficultés de prononciation de la langue de la tribu à laquelle appartenaient Hengurn, Balata et Vugn. Ce dernier était le jeune chef, passablement étourdi, que dirigeait Hengurn, son père au dire de la chronique chuchotée. « Le dieu rouge parlera-t-il aujourd'hui » demanda Basset, maintenant habitué aux horribles travaux du vieillard, au point d'y prendre un certain intérêt. D'un œil expert, Hengurn examina la tête qu'il préparait à cet instant. « Encore 10 jours, et celle-ci sera prête, » prononça-t-il. « Jamais homme n'a réussi des têtes comme les miennes. » Basset sourit en lui-même de la répugnance du sorcier à engager la conversation sur le dieu rouge. Malgré ses questions réitérées, il n'était jamais parvenu à amener Hengurn, pas plus qu'un autre indigène, à lui divulguer les caractéristiques matérielles du dieu. Certes, il devait posséder des propriétés physiques pour émettre ce son merveilleux, et bien qu'on l'appelât le dieu rouge, cette épithète pouvait ne pas s'appliquer à sa couleur. Des indications abstraites glanées çà et là, il résultait que rouge ou sanglant pouvait se rapporter à sa puissance et à ses manifestations. Ainsi que le déclarait Hengurn, non seulement le dieu rouge, toujours assoiffé du sang des humains, dominait les dieux des tribus voisines, mais on sacrifiait et on torturait ces dieux devant lui. Il constituait le dieu suprême d'une confédération d'une douzaine de villages semblables à celui-ci, le siège du commandement. Par la force du dieu rouge, de nombreux villages ennemis avaient été dévastés et rasés, et les prisonniers lui avaient été offerts en holocauste. Suivant la tradition orale, transmise de génération en génération, la foi au dieu rouge remontait aux temps les plus reculés de l'histoire. Quand lui, Hengurn, n'était encore qu'un jeune homme, les tribus d'au-delà des terres herbeuses avaient attaqué. En représailles, Hengurn et ses guerriers avaient fait de nombreux captifs. 5 fois, 20 enfants avaient été égorgés en présence du dieu, et beaucoup plus d'hommes et de femmes. Le Tonnant, tel était un des noms donnés par Hengurn à la mystérieuse divinité. Parfois aussi on l'appelait celui qui crie fort, la voix de Dieu, le gosier d'oiseau, celui dont la voix est aussi douce que le chant de l'oiseau-mouche, le chanteur du soleil, le fils des étoiles. Pourquoi le fils des étoiles? En vain, Basset interrogeait-il Hengurn. D'après le vieux sorcier, le dieu rouge avait toujours existé, à la place même où il se trouvait encore, pour exprimer sa volonté aux hommes par son chant et par son tonnerre. Mais le père de Hengurn, actuellement suspendu dans son enveloppe d'herbes sèches, parmi les poutres enfumées de la case, au-dessus de leur tête, pensait différemment. Ce sage disparu croyait que le dieu rouge provenait de la nuit étoilée. Sinon pourquoi, soutenait-il, les anciens de la tribu, maintenant oubliés, auraient-ils transmis à leurs descendants ce nom de fils des étoiles? Basset reconnaissait quelque logique à cet argument. Mais Hengurn invoquait les longues années de sa longue vie pendant lesquelles il avait contemplé bien des nuits étoilées. Malgré toutes ses recherches, il n'avait jamais découvert d'étoiles ni dans les herbes, ni dans les profondeurs de la jungle. Oui, il connaissait les étoiles filantes, ceci en réponse à une remarque de Basset, mais il connaissait également la phosphorescence de certains champignons et de la chair pourrie, les lucioles dans les ténèbres, la flamme des feux de bois et celle des brillantes noix de bancoul. Que devenait la flamme, la lumière, la lueur en cessant de se manifester? Des souvenirs, rien que des souvenirs de choses disparues, comme de nattes usées, de festins digérés, de désirs fantômes, de désirs brûlants, flambants, luisants, mais jamais réalisés, ni transformés en bien-être et en satisfaction. Où se trouvait l'appétit de l'avant-veille, la chair du cochon sauvage manquée par la flèche du chasseur? Un souvenir n'est pas une étoile, affirmait Hengurn. Comment cela se pourrait-il? En outre, après toute sa longue vie, il ne constatait aucun changement dans le ciel. Il n'avait jamais été surpris qu'une étoile eût déserté sa place habituelle. Après tout, les étoiles c'était du feu, et le dieu rouge n'en était pas. Indiscrétion volontaire dont Basset ne peut rien inférer.
Le dieu rouge parlera-t-il demain? Demanda-t-il à nouveau. Ngurn haussa les épaules comme pour exprimer son ignorance. Et après-demain? Insista Basset. Et le jour d'après, celui-là? J'aimerais bien préparer ta tête, dit Ngurn, changeant de propos. Elle ne ressemble pas aux autres. Aucun sorcier ne possède chez lui l'appareil. Tu sais, je la soignerais bien, pendant des mois et des mois. Les lunes apparaîtraient, puis s'en iraient. La fumée l'imprégnerait lentement, et je choisirais moi-même les plantes nécessaires pour faire la fumée. La peau ne se riderait pas, elle resterait aussi lisse qu'en ce moment. Il se leva, et parmi les poutres obscures, souillées par l'enfumage de têtes sans nombre, dans un coin où la lumière du jour atteignait à peine, il saisit un paquet enveloppé de nattes qu'il se mit à défaire. « C'est une tête comme la tienne, » dit-il, mais maladroitement travaillée. À l'idée qu'il allait voir la tête d'un blanc, Basset dressa l'oreille. Depuis longtemps déjà, il s'était persuadé que ces habitants de la jungle, au plein centre de la grande île, n'avaient jamais eu aucun contact avec les gens de sa race. Ils ne connaissaient évidemment pas l'anglais bêche de mer, jargon presque général des îles du sud du Pacifique. Ils ignoraient le tabac et les armes à feu. Quant aux quelques couteaux qu'ils possédaient, objets précieux fabriqués au moyen de bandes métalliques utilisées pour renforcer les caisses d'emballage, et à leurs tomahawks, plus rares encore, faits de mauvaises hachettes de traite, ils supposaient qu'ils provenaient du butin de guerre pris aux hommes de la jungle d'au-delà des herbes. Ceux-ci, de leur côté, les auraient obtenus de même des indigènes établis sur les côtes de corail, lesquels entraient parfois en relation avec les hommes blancs. Les gens de l'extérieur n'entendent rien à préparer les têtes, expliquait le vieux Ngurn en tirant des nattes fuligineuses et en mettant dans les mains de Basset une tête qui avait incontestablement appartenu à un blanc. Elle devait être ancienne, ses cheveux blonds attestaient son origine. Il aurait pu jurer qu'elle provenait d'un Anglais, et même d'un Anglais des temps lointains, en raison des lourds anneaux d'or encore passés dans les lobes de ses oreilles racornies. Quant à la tienne, commença le sorcier, revenant à son idée favorite. « Je vais te faire une proposition, » interrompit Basset, frappé d'un argument nouveau. « Quand je mourrai, je te laisserai ma tête à préparer, à condition qu'auparavant tu me mènes voir le dieu rouge. »« Quand tu seras mort, je l'aurai de toute façon, » dit Ngurn, dédaigneux de l'offre. Il ajouta, avec la franchise brutale de l'indigène, « D'abord, il ne te reste plus longtemps à vivre. Tu es maintenant au bout du rouleau. Tes forces continueront à décliner, et d'ici peu de mois, je t'aurai là, tournant et retournant dans la fumée. Il est agréable au cours des longues soirées de travailler la tête d'un homme quand on a connu aussi bien que je te connais. Et je lui parlerai, et je lui dirai tous les secrets que tu vas apprendre. Quelle importance cela aura-t-il puisque tu seras mort? Ngurn, menaça Basset, brusquement irrité, tu connais le petit tonnerre dans le fer qui obéit à moi seul? Il faisait allusion à son fusil tout-puissant et redouté. Je puis te tuer quand bon me semblera, et alors tu n'auras pas ma tête. En ce cas, elle reviendra à Vugn, ou à un autre des miens, affirma tranquillement Ngurn. Et aussi bien, elle tournera là dans la fumée. Plus vite tu me tueras avec ton petit tonnerre, plus vite ta tête viendra tourner dans la fumée. Basset se vit battu dans la discussion. En quoi consistait le dieu rouge? Basset se posa 1000 fois cette question au cours de la semaine suivante, tandis qu'il recouvrait, croyait-il, quelque vigueur. Nous promenait le son merveilleux. Que pouvait représenter ce chanteur du soleil, ce fils des étoiles, cette divinité de mystère aussi cruelle que les bêtes humaines, les nègres simiesques à tête crépue qu'il adorait et dont, pendant si longtemps, il avait entendu à distance, tabou, le chant autoritaire, mugi par un gosier d'argent. Sa tentative de corrompre Ngurn en lui promettant sa tête avait échoué, puisqu'il ne pouvait éviter ce sort. Vugn, tout chef qu'il était, lui paraissait trop obtus et trop dominé par Ngurn pour songer à faire fond sur lui. Restait Balata. Dès l'instant où elle l'avait trouvé et avait forcé ses yeux bleus à contempler sa laideur, cette fille des bois demeurait son adoratrice. C'était néanmoins une femme, et le seul moyen de l'amener à trahir sa tribu était d'agir sur ses sentiments féminins. Basset, homme sensible, n'était jamais parvenu à surmonter son aversion première pour Balata. Quand il séjournait en Angleterre, le charme féminin n'avait jamais eu de prise sur lui. Pourtant, avec la résolution du savant capable de se sacrifier pour le progrès de la science, il entreprit de forcer toute la délicatesse de sa nature raffinée en courtisant cette hideuse femelle qui le répugnait au-delà de toute expression. Dès lors, il se consacra à elle comme un véritable soupirant, chaque fois et aussi longtemps que sa volonté parvenait à vaincre son dégoût.
La règle du tabou sévissant avec rigueur, il s'inventa un tabou personnel. Il expliqua qu'il ne pouvait prendre femme que le jour où la croix du Sud occuperait dans le ciel son point culminant. Grâce à ses connaissances astronomiques, il gagnerait ainsi un sursis de presque 9 mois. D'ici là, il serait mort ou il aurait fui à la côte nantie de tout ce qu'il lui importait de savoir du dieu rouge et de l'origine de sa voix mystérieuse. Un instant, il avait pensé que le dieu était une statue colossale dans le genre de celle de Memnon, rendant des sons au soleil, sous certaines conditions de température. Mais il dut rejeter cette hypothèse après une expédition et la capture d'un groupe de prisonniers de guerre. Ceux-ci furent sacrifiés la nuit, en pleine pluie. En la circonstance, le soleil ne pouvait jouer aucun rôle et cependant le dieu rouge s'était montré plus en voie que jamais. En compagnie de Balata, parfois avec des hommes ou des groupes de femmes, il jouissait du libre accès de la jungle sur 3 segments d'un quart de cercle. Mais le 4e, celui où résidait le dieu, lui était interdit. Il montra encore plus d'empressement auprès de sa fiancée. Mais pour lui, la science passait avant les questions de sentiments. Au cours de la jungle du Guadalanéal, il poursuivit son expérience comme il eût, dans son laboratoire, soumis un produit quelconque à des réactions chimiques. Il redoubla d'amabilité envers la sauvagesse, tout en renforçant sa volonté impérieuse de l'amener à le conduire en présence du dieu rouge. C'était, songeait-il, la vieille histoire toujours vraie, à la femme de se sacrifier fatalement. Il s'en rendit compte un jour que tous deux s'occupaient à pêcher un petit poisson noir inconnu des naturalistes, à demi anguille et à demi écailleux, au frais doré comme celui du saumon, qui hantait les eaux douces et que les naturels appréciaient fort manger cru et dans son entier, frais ou putréfié. Balata se jeta à plat ventre dans la pourriture de la jungle, s'accrochant à ses jambes, embrassant ses pieds et poussant des cris inarticulés. Elle le supplia de la tuer, plutôt que d'exiger d'elle cette suprême rançon d'amour. Elle lui exposa quel châtiment elle risquait en rompant le tabou du dieu rouge. Une semaine de lente torture dont, le visage dans la boue, elle lui gémit les détails. Il comprit que dans la connaissance des traitements effroyables que l'homme peut infliger à son semblable, il n'était encore qu'un novice. Cependant, il insista pour que son désir fût satisfait au risque et péril de la femme, qu'elle mourût en hurlant, d'une faim horrible et prolongée, pourvu qu'il pût percer le mystère du chant du dieu rouge. Balata, qui n'était qu'une faible femme, céda. Elle le mena dans la région interdite. Une montagne abrupte, surplombant au nord, faisait face à une autre, s'avançant du sud pour étrangler le ruisseau où ils avaient pêché, dans une gorge profonde et obscure. Quand ils eurent parcouru une distance de 1500 mètres environ le long de cette gorge, le sentier s'escarpa, et ils rencontrèrent un enseignement calcaire qui intéressa l'œil du géologue. Ils continuèrent leur ascension, coupés de haltes fréquentes nécessitées par l'épuisement physique de Bassett, traversèrent des échelons boisés, et émergèrent enfin sur un plateau dénudé formé de sable non volcanique. Le savant se dit qu'un aimant eût soulevé sa charge de granules aux angles vifs sur lesquels il marchait. Tenant Balata par la main et la forçant à le suivre, il atteignit l'objet de ses désirs, un abîme vertigineux, manifestement artificiel, creusé au cœur du plateau. L'histoire ancienne, les instructions aux navigateurs des mers du Sud, des tas de souvenirs, de rapprochements rapides et tumultueux se déroulèrent dans son cerveau. C'était Mendana qui, découvrant ce groupe d'îles, leur avait donné le nom de Salomon, pensant avoir retrouvé les mines légendaires de ce monarque. On s'était moqué de la crédulité puérile du vieux navigateur, et pourtant lui, Bassett, se penchait là sur la margelle d'une excavation absolument semblable au puits diamantifère de l'Afrique du Sud. Ce qu'il considéra avec stupeur n'était pas un diamant, mais plutôt une perle au chatoiement profond, d'un volume tel que toutes les perles du monde réunies en une seule ne l'eussent point égalé, et de nuances qu'on n'eût pu imaginer voir en aucune perle, ni en aucun autre objet, puisque c'était la couleur particulière du dieu rouge. Pas un instant, Bassett ne douta qu'il se trouvait en présence du dieu rouge. Il contemplait une sphère parfaite, d'un diamètre d'au moins 80 mètres, et dont le sommet arrivait à environ 30 mètres en contrebas de la margelle. Il compara sa couleur à une sorte de lac, appliqué par la main des hommes, mais trop merveilleusement belle pour avoir été fabriquée par les indigènes. Plus éclatante que le rouge cerise, sa richesse semblait due à des applications de rouge sur rouge. Elle s'animait et s'irisait sous les rayons solaires et semblait s'irradier d'une série de couches superposées. En vain, Balata le dissuada de descendre et se jeta devant lui dans la poussière. Quand elle le vit prendre le sentier qui descendait en spirale,
Elle le suivit en gémissant de terreur. De toute évidence, cette sphère rouge avait été mise au jour comme un objet de haute valeur. Étant donné le petit nombre des indigènes qui composaient les 12 villages confédérés, les instruments et les moyens primitifs dont ils disposaient, Bassett songea que cette énorme excavation était due au labeur de milliers de générations. Il trouva le fond du trou jonché d'ossements humains, parmi lesquels gisaient des idoles de bois et de pierres brisées et défigurées. Certaines, couvertes d'emblèmes totémiques, étaient taillées dans des troncs d'arbres massifs de 40 ou 50 pieds de longueur. Il constata l'absence de dieux à forme de requin ou de tortue si commun dans les villages côtiers, et s'étonna de la fréquence des représentations de casques. Que pouvaient connaître des casques ces sauvages de la jungle centrale de Guadalanéal? Les guerriers de Mendana, porteurs de casques, avaient-ils, des siècles auparavant, pénétré jusqu'ici? De la négative, d'où ces peuplades avaient-elles tiré ce motif? Bassett, foulant sous ses pieds des amas d'ossements et d'idoles, tandis que Balata se lamentait sur ses talons, entra dans l'ombre du dieu rouge et pénétra sous son gigantesque surplomb jusqu'à ce qu'il pût le toucher du bout des doigts. Ce n'était pas de la laque, et la surface n'en possédait pas le poli. Au contraire, elle présentait des aspérités et des dépressions avec çà et là des traces de chaleur et de fusion. En réalité, la sphère se composait d'un métal ne ressemblant à aucun métal ou alliage qu'il connût. Quant à la couleur, il remarqua qu'elle constituait la couleur spécifique du métal et non une application. Il promena ses doigts sur la surface et sentit l'énorme sphère s'animer et répondre à son contact. Il ne pouvait en croire ses sens. Une caresse aussi légère sur une telle masse. Tandis qu'il l'effleurait, elle frissonnait de vibrations rythmiques qui se transformaient en chuchotements, en bruissements, en murmures, mais d'une qualité de son extrêmement variée, tantôt d'une ténuité si trompeuse qu'elle éclatait comme un sifflement, tantôt d'un moelleux affolant de douceur, résonnant comme le pipeau d'une sylphe, et que l'imagination de Bassett compara à l'appel d'une cloche divine tombée des espaces. Il voulut interroger Balata, mais la voix de Dieu qu'il venait de réveiller l'avait jetée à terre, gémissante, parmi les ossements. Il reprit son examen de la sphère prodigieuse et conclut qu'elle était creuse et composée d'un métal inconnu sur la terre. Son nom de fils des étoiles, transmis par les ancêtres, semblait justifié. Elle ne pouvait provenir que des étoiles, et sa formation ne provenait point d'un simple hasard. L'intelligence et l'art avaient concouru à sa création. La régularité de sa forme, son vide intérieur probable, ne pouvait être due à un accident naturel. Elle synthétisait, à n'en pas douter, le produit de cerveaux d'êtres lointains, impossible à imaginer. Il la considéra avec stupeur, et son esprit bouillonnait d'hypothèses concernant cette messagère céleste, qui avait franchi l'espace, côtoyé les étoiles, et qui, corrodée et colorée par son bain de feu dans 2 atmosphères, puis exhumée par des anthropophages patients, s'érigeait maintenant devant lui. Mais cette couleur n'était-elle pas un enduit déposé par la température élevée sur un métal connu, ou représentait-elle une caractéristique d'un métal? De la pointe d'acier de son couteau, il l'égratigna pour s'en rendre compte. Immédiatement, toute la sphère s'émut d'un murmure puissant de véhémente protestation, vibra d'une voix d'or, qui passa à l'aigu et redescendit au grave, les 2 extrêmes du registre des sons menaçant de se réunir et de réaliser ce mugissement de tonnerre qu'il avait si souvent perçu de loin. Il oublia de songer à sa sécurité, au péril de mort même qu'il encourait, et dans l'extase de cette merveille incroyable, inimaginable, il brandit son couteau pour un coup plus violent. Mais Balata prévint son geste. Dans l'excès de sa frayeur, elle se redressa sur ses genoux et lui enlaçant les jambes, le supplia de renoncer à son intention. Dans la violence de son désir de le convaincre, elle lui mordit l'avant-bras jusqu'à l'os. Il y fit à peine attention, mais cédant machinalement à des instincts moins brutaux, il laissa retomber son bras. Dans son esprit, la vie humaine se réduisait à des proportions microscopiques en présence de ce témoignage d'une vie plus haute, venue des lointains de l'univers interastral. Comme il l'eût fait d'un chien, il remit brutalement la sauvagesse sur ses pieds et la força à l'accompagner tandis qu'il faisait le tour de la base. Foulant toujours les ossements humains et les idoles des dieux déchus qui jonchaient l'antique enceinte de sacrifice, Bassett rencontra l'appareil au moyen duquel le dieu rouge émettait son appel tonitruant, dont les vibrations se répercutaient au-delà des forêts et des prairies jusqu'au rivage lointain de Ringmanu. Il était aussi simple et aussi primitif que la sphère était admirable de réalisation.
une énorme poutre longue d'une 50aine de pieds, façonnée par des siècles de soins superstitieux, sculptée de dynasties de dieux, tous casqués, tous assis dans la gueule béante d'un crocodile, était suspendue par des cordes de lianes tressées, un trépied formé de gros troncs d'arbres, eux-mêmes chargés d'ébauches hilares et grotesques, suivant la conception actuelle de l'art et de la divinité. De la poutre partaient d'autres cordes destinées à la mouvoir et à la diriger. À la façon d'un bélier, elle pouvait, de son extrémité, frapper l'immense sphère chatoyante. C'était là que Ngurn exerçait les rites de sa religion pour lui-même et pour les 12 tribus sous ses ordres. Basset éclata d'un rire bruyant, presque insensé, à l'idée que ce messager merveilleux lancé à travers l'espace par les intelligences supérieures était tombé entre les mains de sauvages semblables à des singes, de mangeurs d'hommes et de chasseurs de têtes, pour devenir l'objet de leur culte. C'était comme si le monde de Dieu fût tombé dans la fange au fin fond de l'enfer, comme si les commandements de Jéhovah, gravés dans la pierre, eussent été présentés à des chimpanzés dans leur cage du zoo, comme si le sermon sur la montagne eût été prêché aux fous furieux d'un asile. De longues semaines s'écoulèrent. La nuit, Basset restait sur le sol couvert de cendres de la maison du diable, sous les têtes toujours oscillantes qui se desséchaient lentement. L'entrée sans tourment tabou pour le sexe inférieur, elle constituait un refuge contre Balata, qui le persécutait plus dangereusement de son attachement à mesure que la croix du Sud s'élevait dans les cieux. Basset passait les journées dans un hamac à l'ombre du grand arbre à pin, devant la case, sauf quand la fièvre le terrassait, et l'obligeait à demeurer dans la maison des têtes. Il luttait contre la maladie, soucieux de retrouver graduellement ses forces, jusqu'au jour où il se sentira assez robuste pour se risquer à travers les herbes et leurs ceintures de forêt et gagner la côte. Là, quelques goélettes ou ketch recruteurs de main-d'œuvre le ramèneraient vers les hommes civilisés, et il leur parlerait de ce message d'un autre monde qui gisait, ignoré, adoré par des brutes au cœur obscur de la jungle de Guadalanéal. D'autres nuits, étendu sous l'arbre à pin, Basset s'occupait de longues heures à regarder les étoiles disparaître lentement à l'ouest, au-delà du mur noir de la brousse. Il éprouvait un plaisir morbide à forger des hypothèses sur les habitants des mondes invisibles de ces soleils incroyablement lointains. Basset ne pouvait admettre que la sphère sonore fût un morceau détaché d'un soleil. Elle représentait à ses yeux un effort voulu, et non un jeu du hasard. Elle devait renfermer la parole et la sagesse des étoiles. Quelles machines, quels éléments, quelle force asservie pouvaient-elles recéler? Puisqu'on arrivait à faire tenir tant de documents dans la petite cavité d'une première pierre d'un édifice public, cette sphère énorme cachait, sans nul doute, dans ses flancs, de longs récits, les résultats d'immenses recherches, supérieurs aux imaginations les plus échevelées des hommes, des énoncés de lois et de formules qui, aisément appliqués, tireraient de son bourbier la vie terrestre, individuelle et sociale, et la feraient jaillir à un niveau de pureté et de puissance impossible à concevoir. C'était là le plus précieux des présents du temps à l'homme aveugle, insatiable, assoiffé d'idéal, et à lui, Basset, avait été dévolu le bonheur providentiel d'accueillir le premier le message de la race interplanétaire. Aucun blanc, ni même aucun indigène des autres tribus de la brousse, n'avait contemplé le dieu rouge et survécu. Ainsi le voulait la loi exposée par Ngurn. N'existait-il pas une sorte de fraternité de sang? Basset en avait souvent discuté avec Ngurn, mais celui-ci déclarait solennellement que même la fraternité de sang ne suffisait point pour mériter la clémence du dieu rouge. Seul un homme né dans la tribu pouvait le voir sans encourir la mort. Seul aussi Balata partageait son criminel secret, et la crainte de se voir immolé aux dieux scellait les lèvres de la femme. Il ne lui restait donc qu'à se guérir des fièvres violentes qui le terrassaient et à rentrer parmi les civilisés. Ensuite, il reviendrait à la tête d'une expédition, et dût-il anéantir toute la population de Guadalanéal, il extrairait du cœur de Dieu rouge le message d'un autre monde. Mais ces rechutes devenaient plus fréquentes, ces périodes d'inconscience plus prolongées, et à chaque convalescence il sentait ses forces diminuer. Malgré les derniers sursauts de l'optimisme inhérent à l'admirable constitution qu'il avait possédée, il se rendit compte qu'il ne vivrait jamais assez longtemps pour franchir les terres herbeuses, traverser la jungle et atteindre enfin la côte. À mesure que la croix du Sud s'élevait dans le ciel, il déclinait, au point que Balata elle-même comprit qu'il serait mort avant la date nuptiale fixée par son tabou.
Ngurn s'occupa personnellement de recueillir les substances nécessaires pour traiter par la fumée la tête de Basset et lui expliqua avec orgueil la perfection artistique qu'il en tirerait. Basset ne s'en affectait plus. Depuis trop longtemps la vitalité s'éteignait en lui pour qu'il s'effrayât à l'idée de sa proche disparition. Il se bornait à durer, passant alternativement de l'inconscience absolue à un état de demi-lucidité, nébuleux et fantastique, pendant lequel il se demandait s'il avait en réalité vu le dieu rouge ou si ce n'était qu'un cauchemar, une création du délire. Un jour vint tout son cerveau se trouva clair et dégagé de toute brume. Basset put alors nettement apprécier sa faiblesse physique. Ses membres lui obéissaient si peu qu'il lui semblait à peine posséder un corps. Sa chair paraissait peser bien légèrement sur son âme, et il pressentit l'approche du néant. Il reconnut qu'en vérité, il avait de ses yeux contemplé le dieu rouge, le messager interplanétaire, mais qu'il ne vivrait pas pour transmettre ses enseignements au monde terrestre. 10 000 ans s'écouleraient peut-être avant qu'ils parvinssent à la connaissance des hommes. S'affermissant dans sa décision, il appela Ngurn auprès de lui, à l'ombre de l'arbre à pain, et discuta avec le vieux sorcier les termes et les dispositions du dernier effort de sa vie, de l'aventure définitive de son être. « Je connais la loi, ô Ngurn, conclut-il. Celui qui n'appartient pas à ta race ne doit pas voir le dieu rouge et y survivre. Quoi qu'il en soit, je vais mourir. Que tes jeunes hommes me portent devant le dieu. Je le verrai, j'entendrai sa voix, puis je périrai de ta main, ô Ngurn. De cette manière, tu auras satisfait la loi, à ma curiosité et à ton désir d'obtenir plus rapidement ma tête qu'attendent tous tes préparatifs. » Ngurn consentit en ajoutant « Il en est mieux ainsi. C'est folie pour un malade sans aucun espoir de guérison de se rattacher pour quelques jours à l'existence. Pour les vivants, mieux vaut aussi qu'ils disparaissent. Depuis quelque temps, tu nous gênes outre mesure. Non que je n'ai éprouvé du plaisir à converser avec un homme plein de sagesse comme toi, mais depuis des lunes, nous avons cessé ces entretiens. Tu t'es installé dans la maison des têtes, poussant des cris comme un cochon contus, ou parlant abondamment et à grand bruit dans ton langage que je ne comprends pas. Tu troublais ma quiétude, car j'aime à réfléchir aux prodiges réalisés dans la lumière et l'obscurité, tandis que je fais tourner les têtes au-dessus de la fumée et m'efforce d'acquérir la sagesse finale, qui m'appartiendra avant ma mort. Quant à toi, que les ténèbres couvrent déjà, il est préférable que tu périsses. Je te promets que durant les longs jours à venir, où je tournerai ta tête dans la fumée, aucun homme de la tribu ne viendra nous déranger. Et je te dévoilerai bien des secrets, car je suis vieux et très sage, et j'ajouterai encore de la sagesse à ma sagesse, tout en tournant ta tête dans la fumée. » Un brancard fut donc préparé, et sur les épaules d'une demi-douzaine de porteurs, Basset s'achemina vers le dernier petit épisode qui devait couronner toute l'aventure de sa vie. Il sentait à peine son corps. Sa faiblesse était telle qu'il ne souffrait plus. Son cerveau clair et lumineux le disposait à la quête forée d'une parfaite lucidité de pensée. Allongé sur le brancard instable, il vit s'évanouir le monde qu'il ne verrait plus. Regarda pour la dernière fois l'arbre à pain devant la maison du diable, le clair-obscur sous la voûte enchevêtrée de la jungle, puis la gorge sombre entre les montagnes surplombantes, l'enseignement calcaire et le plateau de sable noir volcanique. On le transporta le long du sentier encerclant en spirale le dieu rouge éclatant, resplendissant, qui semblait toujours sur le point de transformer la lumière et la couleur en chant suave et en tonnerre. Il passa sur les ossements et les tronçons d'hommes et de dieux immolés, sur les débris horribles et encore vivants des suppliciés, jusqu'au trépied et à l'énorme bélier. Là, aidé par Ngurn et Balata, il se mit péniblement sur son séant, oscillant sur ses hanches et ses yeux, clairs, hardis et avides, se remplirent du dieu rouge. « Enfin, ô Ngurn, soupira-t-il, sans se détourner de la brillante surface vibrante sur laquelle se jouaient toutes les tonalités du rouge cerise, toujours prêtes à se changer en sons, à devenir des froissements soyeux, des murmures argentins, des pincements de cordes d'or, appels veloutés de pipeaux, échos adoucis de tonnerre. « J'attends !» s'impatienta Ngurn après un long intervalle, tenant à la main le tomahawk à long manche et prêt à frapper. « Enfin, ô Ngurn, répéta Basset, fais parler le dieu rouge, pour que je le voie parler, aussi bien que je l'entendrai. Puis frappe, lorsque je lèverai ainsi ma main. À ce moment, je baisserai la tête,
et ferai place pour ta hache à la base de mon cou. Mais ô Ngurn, moi qui vais dire adieu à la lumière du jour, je voudrais disparaître avec la voix merveilleuse du dieu remplissant mes oreilles. Et moi je te promets que jamais tête n'aura été préparée aussi bien que la tienne, affirma Ngurn, et il fit signe aux autres de mettre en action les cordes attachées au bélier. Ta tête sera mon chef-d'œuvre. Basset souriait de la vanité du vieillard, quand les hommes, après avoir tiré la lourde poutre sculptée d'une 40aine de pieds en arrière, l'abandonnèrent à elle-même. À l'instant, la brusque libération d'un bruit de tonnerre, mais d'un tonnerre adouci de la qualité précieuse de tous les métaux sonores, le ravit d'extase. On y entendait chanter les archanges. Sa magnificence surpassait tous les autres sons. Il possédait l'intelligence des surhommes nés sur les satellites d'autres soleils. Il représentait la voix de Dieu à la fois persuasive et autoritaire. Et, miracle sans cesse renouvelé de ce métal venu des étoiles, Basset put voir la couleur ou plutôt les couleurs se transformer en son, jusqu'à ce que toute la surface accessible à sa vue se couvrit de frémissements, de vapeurs, de frissons, parmi lesquels il n'eût pu faire la part de la couleur ou du son. Le temps s'écoulait. Enfin, un geste d'impatience de Ngurn tira Basset de ses méditations. Il avait oublié le vieux sorcier. Une idée folâtre amenait à ses lèvres un rire étouffé. Son fusil s'allongeait à son côté. Il n'aurait qu'à faire glisser le canon, à presser la gâchette et sa tête éclaterait en bouillie. Mais pourquoi décevoir le vieillard, songea-t-il ensuite. Chasseur de têtes, cannibale, singe autant qu'homme, Ngurn n'en avait pas moins, suivant ses idées primitives, joué plus que franc jeu. C'était un précurseur de la morale, de la bonne foi et de la sociabilité humaine. Non, décida Basset, ce serait manquer à l'honneur que de frustrer le vieux. Sa tête appartenait à Ngurn, et Ngurn en disposerait. Levant la main pour le signal convenu, Basset baissa la tête pour dégager nettement l'articulation de sa nuque, sans une pensée pour Balata. Il sentit, sans la voir, la hachette affilée comme un rasoir se lever derrière lui. À ce même instant, les ombres du grand inconnu enveloppèrent Basset, et il éprouva l'impression merveilleuse que les murs s'écouleraient entre lui et l'imaginable. Quand l'arbre retomba, et avant que l'acier mordît sa chair, il lui sembla qu'il se trouvait face à face avec cette sereine figure de Méduse, la vérité, et quand, avec le coup, les ténèbres fondirent sur lui, il eut dans un éclair la vision d'une tête, de sa tête, tournant longuement, lentement, dans un antre enfumé, tout près de l'arbre à pain. Waikiki, Honolulu, 22 mai 1916, Jack London.